Bonjour Clément Schneider, tu es le scénariste et réalisateur d'un violent désir de bonheur qui est sélectionné à l'Acide. Tu as fait la Fémis. Est-ce qu'on peut parler de ton parcours et de cette sélection à Cannes? Oui, alors j'ai fait effectivement la Fémis de 2009 à 2013 dans le département réalisation. Et par ailleurs, j'avais depuis 2008 avec la co-scénariste du film Chloé Chevalier monté une association avec laquelle on produisait, donc on autoproduisait des films. Et voyant en sortant de l'école, voyant la longueur et la difficulté de trouver des producteurs pour accompagner mes projets de films, c'est poser très concrètement la question de prendre en charge ce travail-là nous-mêmes. Et donc à ce moment-là, on a décidé très simplement de transformer l'association en société de production, tout en ayant en tête que moi je voulais absolument pas tomber dans un processus peut-être un peu nombriliste de ne produire que mes propres films, parce que je trouve ça potentiellement très narcissique et puis très angoissant en fait. Donc on a construit ce projet de société aussi autour de films, d'autres projets de films que les nôtres. Et à partir de là, on a commencé à travailler et on a été rejoint par Alice Bellon, qui était étudiante avec moi à la Fémis en production, qui est devenue la troisième associée. Et à partir de là, on a commencé à travailler, produisant donc aussi bien des courts-métrages de fiction documentaire que j'écrivais ou pas. Enfin voilà, on est vraiment devenu une société de production en général et pas du tout que celle de mes propres projets de films. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai moi un rapport à la production assez ancien, en fait. En tout cas, la mise en scène a toujours été... C'est absolument pas deux activités que je sépare. Pour moi, mais je dis bien pour moi, parce que c'est sans doute très personnel, mais c'est absolument la même chose, le même geste de mettre en scène un film et de le produire. Et ça donne une forme de liberté, une forme d'indépendance aussi, que je trouve assez salutaire et au final une vraie liberté donc, parce qu'on a on a aussi des profils très complémentaires. C'est une société un peu particulière. On n'est pas trois producteurs. On a donc une scénariste et écrivain, une productrice, et puis moi qui suis un peu entre les deux. Donc je pense que de cette espèce d'alchimie là naît aussi un rapport au film assez particulier et qui pour moi est très fécond. Et qui en tout cas m'a permis de tourner assez vite et probablement plus vite que si j'avais dû rentrer dans la démarche et la logique de chercher des producteurs, les intéresser à mes projets, financer des films. Voilà. Et donc nous avons produit pas mal de films. J'ai tourné deux courts-métrages produits donc par les Films d'Argile. Et ce film-là a été écrit d'abord comme un moyen-métrage et financé comme un moyen-métrage, donc concrètement comme un court-métrage en termes de financement. Et démarrant le tournage, on savait qu'on ne serait jamais très loin de la limite entre le court et le long. Le tournage est venu confirmer ça. Il était hors de question pour moi d'infléchir la direction que prenait le film en vertu d'un principe qui serait qu'on ne devait pas dépasser 1 heure et qu'on laisserait les choses se faire et qu'on verrait... Enfin, les films, c'est vraiment des êtres vivants, donc commencer à contraindre leur croissance pour des mauvaises raisons, c'était pas du tout le projet qu'on souhaitait défendre. Et donc, à l'issue du montage, on est arrivé avec la monteuse à cette version d'1 h 15 en ayant la sensation que, et pour l'avoir tenté par ailleurs, que raccourcir était faire du mal au film. Donc à ce moment-là, on a pris le parti, sachant de toute manière qu'une version plus courte, donc sous forme de moyen-métrage, serait probablement tout autant difficile à diffuser, de tenter avec cette version longue des sélections en festival, puisque c'était le seul moyen pour un film de long-métrage produit sans distributeur de pouvoir à terme le faire exister. Et c'est à ce moment-là que l'Acide a pris le film et nous a permis du coup d'arriver à Cannes et par ailleurs de trouver un distributeur et le film va donc avoir une vraie vie de long métrage en salle. Et tout ça, nous le devons vraiment qu'à l'Acide et à son travail assez remarquable, je veux dire, d'accompagnement des films. Voilà un petit peu la trajectoire. Okay, très bien. On va parler de ton film alors maintenant, Un violent désir de bonheur. Donc se porte sur la période de la Révolution française, en 1792 plus exactement, mais tu as fait le choix de quitter le cœur de ce conflit qui était à Paris
pour aller dans la Garrigue, dans le sud de la France. Pourquoi ce choix? Bon, deux raisons d'abord. Comme je disais, moi je ne sépare pas la production de la mise en scène, donc il y a d'abord une contrainte économique, c'est que si on se raconte qu'on va pouvoir représenter l'épicentre de la Révolution, donc qui est Paris, avec les moyens d'un court-métrage, je pense qu'on fait une vraie erreur. Et je trouvais ça... Voilà, le récit de la Révolution par le cinéma a été fait déjà beaucoup de fois. Quand on s'inscrit dans cette lignée-là, la question de renouveler un peu le regard se pose. Et en l'occurrence, il me semblait que le récit fait depuis très loin, justement, presque le contre-champ absolu de ce récit-là n'avait pas été fait. Et donc c'est quoi en fait une révolution dont on ne perçoit que les échos un peu lointains, dont on n'a que la queue de la comète, qu'est-ce que ça donne et donc ça c'était un vrai parti pris parce que ça nous ramène plus à des questions de l'ordre de ce qui se passe au cœur d'un individu, d'un personnage, en l'occurrence Gabriel, notre jeune moine, puisque le film se passe donc dans un monastère, qui se retrouve occupé par des soldats. Et resserré comme ça dans moins d'espace, et par ailleurs dans un espace clos par définition, c'était une manière de faire résonner vraiment au cœur du personnage ces problématiques que soulève l'idée de la révolution. Et aussi la difficulté que les idées révolutionnaires ont pu avoir à parvenir à ces confins-là. Voilà un peu ce qui explique le choix de situer le film très loin de l'iconographie un peu habituelle et qu'on a tous en tête. Et aussi parce que, s'agissant de la Révolution française, on est finalement tous, je crois, nourris d'images, nourris de discours, nourris d'idées. Et que moi, je fais le pari que le spectateur arrive avec ce bagage-là et que le film va mettre ce bagage-là au travail de sa propre histoire. Donc, je travaille à partir de ce socle-là d'une certaine manière et je me dis, ben voilà, comme nous savons déjà un peu, nous avons tous au moins des images, des idées, je peux raconter une histoire autre parce qu'elle sera nourrie et irriguée par les souvenirs et le bagage de chaque spectateur à cet endroit-là. Sur cet événement-là, parce qu'il est fondateur aussi dans notre rapport à l'histoire en tant que spectateur. Ok. Et tu l'as dit, ton récit oppose un peu deux communautés au départ, donc les moines et donc ces soldats révolutionnaires, et le personnage de Gabriel, qui est justement moine, est le point de jonction entre les deux. Mais il va quand même se plier et se ranger dans les ordres et devenir François de Cazès. À ton avis, est-ce qu'il y a deux personnages ou un personnage qui garde son éthique, mais qui jongle un peu comme ça entre ces deux hommes? Non, je crois vraiment qu'il n'y a qu'un seul personnage et que ce que le film raconte, c'est précisément qu'on Gabriel François et dans ce que la révolution provoque en lui, c'est qu'il réalise à quel point il est indéterminé aussi. Et c'est un film sur l'indétermination, ou sur la difficulté de faire des choix aussi, de souscrire complètement à un discours ou l'autre, une communauté ou l'autre. Parce que finalement, la binarité, elle est très appauvrissante. Devoir réfléchir son positionnement dans le monde en termes de ça ou ça, c'est super violent. Et je crois que le personnage de Quentin Dolmer, il est précisément toujours dans cette zone intermédiaire, interstitielle, et qui est vraiment le lieu où l'âme se réalise et s'incarne dans toute sa complexité, où on peut être à la fois tenté par une direction mais aussi par l'autre, et que je crois que comment dirais-je, la manière la plus juste de raconter, en tout cas peut-être le fait révolutionnaire, c'était aussi d'explorer cette zone-là, voilà, cette zone où les choses ne sont pas tranchées, où elles ne sont pas tranchables, où elles ne cessent d'évoluer. Et je crois que de ce point de vue-là, parfois je compare Gabriel un peu à la flamme d'une bougie il suffit qu'un courant d'air passe dans la pièce et ça se met à trembler. Et je crois que c'est vraiment ce tremblement-là qui m'intéressait et qui le caractérise. D'accord. Et justement, on retrouve un peu cette même idée d'oscillation de flammèche de bougie chez le personnage de Marianne, qui est interprété par Grace Sery, un personnage mutique, caractérisé de porte-bonheur au début du film par les soldats. Comment tu l'as pensé, comment tu l'as créé, ce personnage-là, qui s'appelle Marianne, pareil, symbole de la Révolution un peu? Qu'on appelle Marianne en tout cas. On l'a pensé avec la scénariste assez rapidement. Et je dirais comme
Ce qui est beau avec Marianne, c'est qu'elle est à la fois un personnage, un corps, mais aussi une figure, peut-être un archétype, peut-être un symbole, mais qu'elle est, une fois de plus, on ne peut pas lui assigner un statut plus qu'un autre. Et donc, c'est peut-être d'une certaine manière, elle est, et peut-être c'est ce que le film révèle dans son déroulement, elle est peut-être l'incarnation de l'idée et de l'élan révolutionnaire, plus que tout le reste. Mais ça se révèle doucement, et ça se révèle aussi en creux, précisément par sa qualité de silence, qui est déjà en soi une posture par rapport au monde. Qu'est-ce que c'est que de décider de ne pas parler? En fait, ça pose la question de pourquoi on parle. Et que les mots ont du sens, les mots ont du poids, la parole a du poids. Je crois que c'est aussi un film sur la parole et sur le pouvoir qu'elle a de changer la destinée des hommes et du monde. Et c'est un personnage qui nous rappelle à quel point prendre la parole, c'est une responsabilité immense. Voilà. Très bien. Petite dernière question. Par rapport aux choix musicaux, on entend par exemple la voix de Patti Smith en pleine Révolution française. Pourquoi avoir fait ces choix-là? Oui, il y a trois morceaux qui scandent un peu le film, au début, au milieu et à la fin, qui sont trois morceaux de rock qui datent des années 70, de rock anglais ou américain. Et c'était pour désamorcer tout de suite, dès le début du film, la tentation de la reconstitution, je dirais, exacte, lisse. C'est un film où il y a des vrais partis pris formels d'économie dans la reconstitution, d'humilité, pour surtout éviter la tentation pour le spectateur que le récit que je lui présente est basé d'après une histoire vraie. Voilà, je ne crois pas du tout. Enfin, le réalisme historiciste des films historiques m'intéresse absolument pas. Je pense qu'il est totalement vain. Et contredire ça par la musique dès le début, c'était une manière de dire au spectateur, voilà, tu vas voir un film qui se passe certes au XVIIIe siècle, mais ce qui m'intéresse, c'est comment il parle en toi, spectateur du XXIe, et quels sont les échos et les ponts qui se créent, qui vont se créer en toi, et que tu vas pouvoir tirer. Et la musique est un facteur génial, enfin un élément génial pour ça, parce que c'est aussi des chansons dont les textes, pour certaines, sont extrêmement forts, extrêmement engagés, pamphlétaires parfois. C'est des chansons qui datent d'une époque elle-même très révoltée. Donc je crois que c'est comme si elle dessinait la trajectoire du film en filigrane, mais en l'inscrivant dans une temporalité plus proche de la nôtre et créant ainsi un dialogue, je l'espère en tout cas, entre le temps du film, notre temps à nous, enfin le temps de l'histoire du film, le temps de l'histoire tout court et notre temps à nous.